Elle a donc démarré à 14h30, la marche blanche en hommage aux fidèles musulmans décédés vendredi sous les coups d'un couteau de son assaillant. Réunis en ce moment même plusieurs dizaines de personnes dans la commune de Grand-Combe. Vous voyez d'ailleurs ces images qui nous parviennent en direct, tournées par nos journalistes sur place, des images de Laurent Lefebvre. On va y revenir dans un instant. On sera en direct, bien sûr, avec notre envoyé spécial Maxime Laurent qui suit pour nous cette marche blanche. Mais d'abord, on va faire un point sur la traque qui est toujours en cours cet après-midi pour retrouver le fugitif. Un important dispositif de recherche a été déployé pour l'interpeller. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage signé Peggy Moji. Depuis 48 heures, les barrages policiers se multiplient afin d'appréhender cet homme. Olivier H., 20 ans, français d'origine bosnienne, susceptible d'être extrêmement dangereux selon les enquêteurs. Soupçonné d'avoir sauvagement assassiné Aboubacar, que l'on voit ici juste avant sa prière vendredi. Ce Malien d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans cette mosquée après avoir reçu une quarantaine de coups de couteau. Une scène d'horreur capturée par les images de vidéosurveillance que ce bénévole de la mosquée a pu visionner. Il a commencé à le poignarder pendant 4 minutes. Donc une première série, ensuite une deuxième série. La troisième série, il a sorti son téléphone alors que Boubacar était déjà mort. Il prend son téléphone, il prend en vidéo, il poignarde encore Boubacar qui est déjà mort au niveau de la gorge et du visage. Voici le suspect à l'entrée du bâtiment face à sa victime. Ils parlent ensemble quelques instants, puis vont prier. Nous avons décidé de ne pas diffuser le reste des images. Durant l'attaque, l'assaillant a proféré des propos injurieux envers l'islam avant de prendre la fuite. Un choc, une injustice pour le frère de la victime que nous avons rencontré ce matin devant la mosquée. Il était respecté partout ici. Il a fait du mal à personne. Il était là que pour prier. Du coup, agresser comme ça, dans son dos, c'est pas humain. Et nous, en espérant que la justice soit rendue. Le temps presse, car d'après les enquêteurs, le suspect serait susceptible de récidiver. On sait qu'il peut passer à nouveau à l'acte pour assassiner à nouveau d'autres personnes. Donc, on ne connaît pas encore ses réelles motivations. Donc, c'est sûr qu'on déploie beaucoup de moyens pour les interpeller très, très rapidement et dans de bonnes conditions. Une marche blanche partira à 14h30 de la mosquée de la Grand-Combe pour rendre hommage à Aboubacar. Jean-Marie Godard, on vient de le voir donc dans ce reportage, l'attaquant est toujours dans la nature. On en connaît un petit peu plus sur son profil. On sait qu'il est potentiellement très dangereux puisqu'il a déjà énoncé sa volonté potentiellement de repasser à l'acte. Oui. Alors pour le rechercher, pour essayer de le retrouver, on fait aussi tout l'environnement familial et amical. C'est pour ça qu'il y a son frère qui avait été placé en garde à vue et qui a finalement été relâché sans poursuite. Mais il y aura sûrement d'autres. Il y a eu plusieurs perquisitions. Il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres placements en garde à vue, non pas pour inquiéter des personnes, pour les accuser, mais pour les entendre dans le cadre du régime de la garde à vue pour en savoir plus. Il va falloir, effectivement, quand on voit le déroulé de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une quarantaine de coups de couteau, et la manière dont ça s'est passé, on peut effectivement se dire que cette personne est extrêmement dangereuse et qu'elle est susceptible de récidiver. Donc les policiers, il y a la police judiciaire, la gendarmerie, la section de recherche de Nîmes qui sont engagés sur le terrain là-dessus. C'est un dispositif que vous qualifierez comment? Est-ce que c'est un dispositif traditionnel ou est-ce qu'il est renforcé par rapport à d'autres affaires? C'est un dispositif renforcé, très important. Là, on voit des barrages. Je pense qu'il doit y avoir des engagements aussi aériens en hélicoptère pour surveiller des véhicules, avoir une vue en hauteur éventuellement d'un individu isolé qui lui ressemble. Parce qu'il y a aussi, c'est une zone où il y a de la nature, il y a des bois. Donc, il faut être en capacité de chercher partout. Et puis, surtout, il y a aussi l'exploitation de tout ce qui va être téléphone mobile, les appels qu'il a passés avant, après, les éventuels retraits d'argent avec une carte bancaire. Enfin, tout ça est expertisé. Et donc, ce sont des moyens extrêmement importants qui sont mis en œuvre pour le retrouver. Mais je ne doute pas qu'il sera retrouvé. Vu le dispositif Vu déployé, c'est seulement une question de temps? Après, tout est possible. C'est-à-dire que là, on est parti sur un acte, effectivement, qui en plus a été filmé,
diffusé sur les réseaux sociaux, mis en ligne sur Snapchat avant d'être retiré. Mais ce que regardent aussi les enquêteurs, c'est s'il y a des gens qui sont susceptibles de l'aider dans sa fuite. Il sera d'autant plus facilement retrouvé que si effectivement il se confirme que c'est une personne isolée qui a commis son acte sans être appuyée par d'autres personnes. Dominique Sopo, on a la réaction à l'instant qui nous parvient du président Emmanuel Macron qui assure que, je le cite, le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Est-ce que vous attendiez, vous, la parole du président de la République sur ce sujet, sur ce drame ? Bien évidemment, je pense que c'est le rôle du président de la République parce que, vous savez, quand on regarde l'ambiance dans notre pays, les racistes, les antisémites, ils s'expriment parce qu'ils ont plein de moyens de s'exprimer. D'ailleurs, certains ont même des chaînes dédiées, pas ici, de la concurrence nauséabonde, ou les réseaux sociaux, ou même des partis politiques. Donc la haine, elle s'exprime. Et face à la haine, il y a la nécessité d'une parole de fermeté, d'une parole qui rappelle que dans notre pays, eh bien, on n'accepte pas que des gens puissent être traités différemment, puissent être violentés et là assassinés, ou en tout cas tués, quoi qu'il en soit, à raison de leurs origines, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur nationalité. Donc évidemment, je pense que c'est aussi ce cadre qui est quand même très affaibli, ce cadre de référence commune qui est extrêmement affaibli ces dernières années. Et on peut attendre des responsables politiques, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, qu'ils soient en responsabilité ou qu'ils soient dans l'opposition, eh bien qu'ils rappellent collectivement ce cadre qui est le cadre qui est celui de la promesse républicaine. On va aller se rendre sur place pour retrouver Maxime Laurent, notre envoyé spécial, qui suit pour nous tout au long de l'après-midi la marche blanche qui est toujours en cours. On voit ces images en direct. Bonjour à vous, Maxime. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné d'une personne donc, qui a accepté de témoigner à votre micro. Tout à fait, parce que dans cette marche, il y a effectivement des fidèles de la mosquée, mais il y a des centaines de personnes et des gens qui ont fait de la route. Shahid, bonjour. Bonjour. Vous venez d'Avignon et c'était important pour vous de venir ici. C'est ça. En tant que citoyen français, c'était important de venir apporter notre soutien à cet événement tragique, ce fait divers tragique qui s'est passé dans une mosquée. Mais c'est pas tant la mosquée qui nous attire. Enfin, c'est pas tant justement cette... comment dire ? Pourquoi c'est pas seulement une attaque dans une mosquée, vous dire c'est le fait qu'il y ait une attaque. C'est ça. C'est en fait aujourd'hui nous sommes citoyens français, que ce soit dans une mosquée, une église ou une synagogue. Le plus important c'est de montrer l'unicité et d'ailleurs on le voit dans cette manifestation, les différentes cultures, les différentes origines. On est tous unis ici pour dénoncer justement ces faits divers qui sont hyper tragiques et qui sont de plus en plus courants malheureusement. Mais voilà. Ce que nous disent les gens qu'on rencontre, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive dans un petit village comme ça. Oui, ça peut frapper n'importe où, des petits villages, les grandes villes. Malheureusement, il n'y a pas de lieu précis pour ce genre d'événement tragique. Et puis c'est important, justement, même si c'est un petit village, de montrer que tous les citoyens français sont touchés par ce genre d'événement. Merci beaucoup. De rien. Vous le voyez donc, ces gens qui continuent de défiler vers la mairie et qui devraient se rendre dans quelques instants direction la mairie donc pour un moment de recueillement. Merci Maxime Laurent en direct depuis cette marche blanche. Merci également à Laurent Lefebvre pour les images et pour ce témoignage. Dominique Sopo, en lien avec ce qui vient d'être dit par cet homme qui participe à la manifestation, mais aussi en lien avec de nouveaux mots d'Emmanuel Macron qui continue de s'exprimer sur le réseau social X et qui publie donc ces mots: à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la nation. Ces mots, ils sont importants. C'est évidemment important, surtout que on voit quand même, là encore, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, ces dernières années et ces derniers mois singulièrement, comment des groupes sont ciblés. Le délire xénophobe qui fait que toute une série d'actualités va permettre à des responsables politiques, dont M. Retailleau d'ailleurs au passage, de venir se rouler sur des plateaux de télé pour venir expliquer qu'il faut des nouvelles lois parce que de toute façon l'immigration n'est pas une chance et que ces gens posent problème dans notre pays. Quand on voit comment les musulmans sont ciblés, vous savez, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, il suffit de sortir l'argument parfois de la laïcité pour pouvoir dire toutes les saloperies derrière sur les musulmans. Monsieur Retailleau lui-même utilise cet argument très fréquemment. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il soit quelqu'un qui philosophiquement est très proche de la laïcité, on va dire ça comme ça pour être gentil. Et donc, on va nous faire des polémiques en série
contre un groupe de personnes qui, en fait, est ciblé par une forme de malveillance. Quand on regarde cette parole politique, quand on regarde des paroles médiatiques, je parlais tout à l'heure de chaînes, mais je peux même parler de CNews. Si vous êtes musulman dans ce pays, mais enfin, c'est insupportable, en fait, d'entendre ces paroles récurrentes de malveillance, d'excitation, de haine, de volonté de marginalisation, voire d'expulsion de tout un groupe de la société française. Donc oui, c'est important qu'il y ait des paroles de fermeté et que l'ensemble des citoyens, lorsque des groupes sont ciblés, eh bien, se mobilisent. Parce que c'est ça l'antiracisme et c'est ça l'éthique antiraciste. C'est, en fait, on est aussi là pour les autres. On n'est pas simplement là pour soi. Hein. C'est même le sens de notre slogan « Touche pas à mon pote ». On est là pour tout le monde. Quand quelqu'un est ciblé, on est tous là. On est toutes là pour dire, en fait, on n'accepte pas parce que ça n'est pas comme ça qu'on a envie de vivre en France. Jean-Marie Godard, il faut aussi noter que ces dernières semaines, voire ces derniers jours, on a quand même une accumulation de drames comme celui-ci qui interroge du fait de la violence. Et encore quelques jours à Nantes, une adolescente poignardée par 57 coups de couteau. On a vraiment l'impression de vivre en ce moment des actes très violents qui infusent dans notre société. Oui, on est dans un contexte particulièrement tendu. Ce que moi, tous les policiers avec lesquels je discute, que ce soit des policiers de sécurité publique ou même de sections de police judiciaire, sont particulièrement inquiets par le nombre d'individus, visiblement, qui se promènent comme ça, avec des couteaux. On a des chiffres à ce sujet-là ? Non. Sur la circulation d'armes comme des couteaux, non, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut en acheter n'importe où, y compris des couteaux de chasse. Voilà, c'est pas comme quand vous allez chercher une arme ou acheter une arme. Là, c'est vraiment très encadré. Les couteaux, vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez acheter ça n'importe où. Et puis aussi sur l'impact sur tout un certain nombre d'individus des réseaux sociaux, avec des images, des informations, ou plutôt des pseudo-informations qui sont diffusées et qu'un certain nombre d'esprits faibles prennent pour argent comptant, voire l'utilisation justement des réseaux sociaux pour diffuser de la violence. On est plus en contact voir se filmer... du fait de la modernité de ces actes très violents. Y compris beaucoup de jeunes. Et diffuser de la violence, voire se filmer en train d'en commettre. Et là, on a pile un cas justement dans ce domaine-là. Donc, il y a une vraie violence qui se répand dans la société et qui, en plus, se banalise par les images, les réseaux sociaux. L'histoire de Nantes, enfin, c'est 57 coups de couteau. Il faut voir ce que c'est qu'une attaque au couteau. Quand on a un peu de formation sur... ce que c'est qu'une attaque au couteau ou ce que ça veut dire que d'aller poignarder quelqu'un, c'est pas comme dans un film où on met un petit coup et il faut vraiment s'acharner. C'est une force, c'est de la rage, c'est une vraie volonté. Donc, et ça se banalise. Et ça a l'air vraiment de se banaliser. Heureusement d'ailleurs qu'on a une législation sur les armes quand même assez, enfin je parle des armes à feu, assez contraignante en France. Parce que là, dans le contexte actuel, je ne sais pas ce qui se passerait en France si c'était aussi simple qu'aux États-Unis de se procurer des armes à feu. Dominique Sopo, vous constatez, vous, une augmentation du nombre de ces attaques liées au racisme ou des attaques islamophobes ? En tout cas, vous savez, c'est toujours compliqué parce que les chiffres ne sont que la traduction d'une petite partie des faits qui existent. On a vu que, par exemple, sur l'année 2023, il y avait une très forte augmentation des actes antisémites, ça a été beaucoup commenté, mais aussi des actes anti-musulmans liés à la religion musulmane. En 2024, il y aurait eu une baisse, sur un nombre de faits relativement limité, mais dont on peut penser que beaucoup ne sont pas répertoriés. Et donc, c'est toujours... Pour quelles raisons ils ne sont pas forcément répertoriés ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens peuvent être très loin des institutions. Faire qu'un acte soit répertorié par les services de police ou de gendarmerie, encore faut-il qu'il y ait un acte qui soit fait d'aller vers l'institution pour faire connaître cet acte. Les gens n'ont pas toujours envie qu'on les voit comme des victimes, et donc même lorsqu'ils sont frappés par ce type d'acte, peuvent se dire finalement on n'en parle pas parce qu'on est plus fort que cela, ou parce que les gens se disent ça ne sert à rien, on ne va pas retrouver l'auteur, je m'engage dans un chemin qui ne mènera nulle part. Donc il y a plusieurs raisons qui feraient
que cela n'est pas répertorié. Et donc, on n'a qu'un petit nombre d'actes en réalité. On estime qu'il n'y a que 3% des victimes de ces actes qui vont porter plainte. Tout acte confondu pour les actes de haine. Donc, on voit bien qu'il y a, comme on dit souvent, un chiffre noir. Par contre, ce que l'on constate, c'est que la parole politique a des effets. Pendant les élections législatives, on avait constaté très clairement dans notre permanence juridique un doublement du nombre d'appels pour des actes racistes pendant la campagne des législatives. Entre le mois de juin et le début du mois de juillet, 2 fois plus d'appels. Et des gens qui disaient très clairement « j'ai été insulté de sale arabe, de sale noir, de sale musulman », grosso modo je simplifie si je puis dire, avec souvent des phrases qui reliaient cette insulte au fait que le RN allait arriver au pouvoir. Et donc, on voit bien que le contexte politique est un contexte qui favorise ou qui empêche ce type de passage à l'acte. Et ce que l'on peut dire quand même, c'est que ces derniers mois, on a quand même une parole politique extrêmement défaillante de la part de beaucoup de familles politiques, évidemment à l'extrême droite, j'allais dire, mais c'est un peu son métier, d'une certaine façon, de faire de la haine, mais y compris dans d'autres familles politiques. M. Retailleau n'est pas d'extrême droite, il est à LR. Pour autant, lui et d'autres, puisque depuis tout à l'heure je parle de M. Retailleau, mais il n'y a pas que lui, se lancent quand même dans des discours, dans des stigmatisations de groupes dans la population qui ne sont pas dignes de responsables politiques. Vous parlez d'élus politiques. On a évidemment Bruno Retailleau qui, dans un premier temps, a été critiqué pour son absence de réaction au sujet de ce drame, qui finalement a décidé de se rendre sur place. Il est en route. Il devrait arriver dans l'après-midi. La critique peut être utile, peut produire des effets, on le voit. Peut-être, en effet, que c'est les voix qui se sont élevées ces dernières heures qui ont peut-être forcé, contraint le ministre de l'Intérieur à se questionner sur cette absence de réaction et donc à envisager ce déplacement sur place dans le courant de l'après-midi. Il ne devrait pas prendre la parole, mais on attend bien sûr qu'il arrive sur place pour vous en montrer des images. D'autres réactions politiques, notamment celle du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il y a quelques heures, qui lui a condamné l'action comme un certain nombre d'autres élus politiques avant lui ces dernières heures, mais qui refuse pour autant de parler d'actes islamophobes. On va l'écouter. Non, je ne parle jamais d'islamophobie. C'est un terme qui a été inventé il y a bien longtemps. C'est le terme employé par François Bayrou hier. Eh bien, je ne l'aurais pas employé. Ignominie islamophobe, dit François Bayrou. C'est quelque chose d'ignoble. C'est une ignominie, bien sûr, ce qui s'est passé. Mais c'est un acte de haine, sans doute. On verra avec l'enquête, elle le dira, à l'égard de l'islam. Chacun emploie les mots, mais c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Je crois profondément qu'il ne faut jamais employer les termes de l'adversaire et de ceux qui, précisément, veulent la confrontation avec ce que nous sommes. Dominique Sopo, comment vous réagissez à cette réaction de Manuel Valls ? Non, je peux entendre que des gens n'aient pas envie d'utiliser le terme islamophobie ou islamophobe. Ceci étant, dire que ce sont les mots de l'ennemi, je trouve que c'est quand même singulièrement décalé. Vous savez, le terme islamophobe, il a une vieille histoire qui date du début du XXe siècle. Et qui n'est pas du tout le véhicule de l'islamisme comme certains le disent. On peut entendre que dans son étymologie, il y a une confusion entre est-ce que c'est une critique des musulmans qui est punie par la loi, enfin des attaques contre les musulmans qui sont punies par la loi, ou des attaques contre la religion musulmane qui là est autorisée dans un État laïque, bien évidemment. Donc j'entends bien, mais très honnêtement, je trouve que lorsque l'on est face à un acte de haine de cette nature, peut-être que ce qui est le plus important, c'est d'employer les précieuses secondes que M. Valls a pris pour faire l'exégèse incomplète du mot islamophobie, pour témoigner d'une forme de solidarité face à un groupe qui a été meurtri parce qu'un des siens a été assassiné, manifestement, en tout cas, au moins en partie, en raison de sa confession musulmane. Donc je pense que quand il y a des actes, il ne faut pas s'enferrer dans des polémiques sur des mots qui peuvent apparaître comme le fait que l'on est mal à l'aise à condamner tel ou tel type de haine. Quand des musulmans sont ciblés par la haine, eh bien, je pense qu'on n'a pas trop de secondes dans une interview pour dire à quel point cela est ignomineux et qu'on le condamne.
Jean-Marie Godard, sur cette question de l'emploi parfois problématique, polémique, de certains mots qui vont être vraiment employés avec précision par certains et pas par d'autres. Comment est-ce que c'est perçu par la sphère policière, par exemple? Est-ce qu'on sait comment c'est vécu cette confrontation avec l'univers politique? Ça met quand même une pression assez forte sur les enquêteurs. Ça ne leur rend pas forcément service, mais les enquêteurs, quand ils travaillent sur une enquête comme celle-là, ils n'ont pas trop le temps d'écouter tout ce qui se dit autour. Donc en même temps... Heureusement. Oui, heureusement. Donc eux, ils s'attachent à des qualifications juridiques, vraiment. La polémique politique autour, c'est un peu, c'est un bruit de fond, même si ça peut effectivement ça peut mettre la pression sur les enquêteurs parce que la pression va être mise sur les ministres de la Justice, de l'Intérieur. La pression de l'opinion publique aussi, La pression de l'opinion publique aussi, mais parce que cette pression, elle va redescendre sur la hiérarchie et donc elle va redescendre sur le terrain. Voilà, mais les enquêteurs, qui sont des professionnels qui font un travail remarquable, ce travail avec le code pénal et avec la justice et les moyens qu'ils ont à leur disposition, placement en garde à vue, audition, perquisition, cadres juridiques qui peuvent être hors du droit commun si l'urgence le nécessite, notamment en matière de terrorisme, qui permettent de faire des perquisitions hors des heures légales. Mais ils sont pas... Franchement, là, je pense que les enquêteurs sur le terrain n'ont pas trop le temps de s'intéresser à la polémique politique. La question du terrorisme va se poser, et doit d'ailleurs, dans les services, se poser par rapport à la définition qu'on en fait, qui est une entreprise individuelle ou collective d'actes intentionnels visant à troubler gravement l'ordre public par la terreur ou l'intimidation. Là, en l'occurrence, on a une personne qui massacre quelqu'un à coup de couteau parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, c'est un massacre, qui se filme et qui met ça sur les réseaux sociaux en visant une communauté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un message qui est porté à l'attention du public et en particulier à tous les autres musulmans de France qui se rendent dans des mosquées, qui est quand même une forme de terreur, on est d'accord. Donc il y a des juristes qui doivent sûrement être en train de travailler là-dessus. La problématique étant aussi que pour qualifier ça, il faut être en capacité de travailler sur le profil psychologique et psychiatrique de celui qui l'a commis. Ça, pour l'instant, on n'en sait pas encore. Ça, pour l'instant, on le saura une fois qu'on l'aura. À part les propos qu'il a pu tenir et éventuellement ce que peut dire l'entourage familial et amical qui va être interrogé, on le saura quand il sera auditionné. Voilà. On attend bien sûr les suites de cette enquête. Qu'est-ce qu'il peut se passer une fois qu'il sera attrapé par les forces de l'ordre qui sont à sa poursuite? On imagine que c'est une question de temps. Ça sera quoi la suite? La suite, c'est qu'il sera interpellé, il sera immédiatement placé en garde à vue. L'enquête, elle a été ouverte pour homicide au départ. Maintenant, elle se poursuit. Elle a été requalifiée en assassinat, donc avec une préméditation. Il y aura une première audition et il va y avoir très vite une expertise psychiatrique. Et là, en partant de là... Il y a un enjeu autour de cet état psychiatrique de l'attaquant. Qu'est-ce que ça va déterminer en fonction de ce que le médecin va décider, va entrevoir dans la personnalité? Ça va déterminer la responsabilité pénale. C'est-à-dire, soit il est complètement en capacité de ses moyens intellectuels et psychologiques, soit... un psychiatre décide que là, il peut très bien être placé en psychiatrie au bout de 2 heures d'audition. Après, derrière, il y aura des expertises qui pourront déterminer si son discernement est soit altéré, soit complètement aboli, ce qui sont 2 choses différentes. Altéré, ça veut dire que vous pouvez avoir une sanction judiciaire, mais qui devra tenir compte de cette altération. Et si votre responsabilité est abolie, ça veut dire irresponsabilité pénale. Et là, ça veut dire pas de condamnation. On va continuer à suivre évidemment ces sujets dans les prochaines heures. On va se rendre sur place pour retrouver notre journaliste Maxime Laurent, qui est toujours en direct depuis cette marche blanche. Maxime, toujours beaucoup de monde autour de vous, d'après ce qu'on voit sur les images.
Oui, la marche qui prend fin actuellement devant la mairie, sur la place de l'église, avec des fidèles, mais aussi des gens qui ont grandi dans la commune. C'est votre cas, Ali, bonjour. Exactement, j'ai passé les 20 premières années de ma vie ici. Et ce que nous disent les gens, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive dans une petite commune. Pas du tout, parce que c'est une ville très calme. Effectivement, c'est un choc pour tout le monde. Vous avez grandi ici, pourquoi vous avez l'air très ému? Pourquoi c'était important? Il y a de quoi, je ne connaissais pas du tout la personne, mais ça concerne tout le monde, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc on ne peut qu'être touché par ce drame. Oui. Qu'est-ce qui est aussi touchant? Qu'est-ce qui est aussi... Un jeune comme ça qui, bon, je ne le connais pas, mais j'ai 2 frères qui le connaissent, j'ai mon beau-frère qui le connaît, ils me disent tu ne peux pas trouver plus sympa que ce jeune homme-là. Et attendre qu'il soit prosterné, là, et qu'il ne puisse pas se défendre pour le poignarder, pour lui ôter la vie, c'est vraiment quelque chose, c'est un drame. En tout cas, c'est un rassemblement très important, il y a beaucoup de monde, je pense que c'est important de le préciser. Effectivement, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Il y a effectivement des milliers et des milliers de personnes, je pense, et ça réchauffe le cœur. On voit que quand même les gens sont solidaires. Comme à l'époque où j'étais gosse, là je disais justement à une de vos collègues tout à l'heure qu'on vivait tous ensemble. Ici c'est une région minière. Donc il y avait beaucoup d'Algériens qu'on était allés chercher en Algérie, dont mon père, pour aller extraire le charbon. Il y avait des gens d'origine italienne, des gens d'origine polonaise, etc. C'était une entente merveilleuse. On sortait de la maison, nous, on laissait les portes ouvertes. Et quand vous voyez ce que la France est devenue actuellement, c'est vraiment... très navrant. Merci beaucoup Ali, bon courage, merci d'avoir répondu à vos questions. Voilà la marche qui est en train de prendre fin ici et Bruno Retailleau qui vient d'arriver dans le département pourrait s'exprimer dans les prochaines heures. Merci beaucoup Maxime Laurent. On rappelle également qu'un autre rassemblement doit se tenir cette fois-ci à Paris sur les coups de 18h. On en parlera plus largement dans nos prochaines éditions. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Restez avec nous sur France Info, l'information se poursuit. Il est bon de s'arrêter un instant sous un olivier pour regarder la météo avec Tramier. Un goût généreux et le respect de la nature sans résidus de pesticides. Tramier, vous offrir le meilleur du soleil. Bonjour à tous, c'est une semaine estivale qui s'annonce avec le retour de conditions anticycloniques sur la moitié nord et ce flux de sud qui va donner cette atmosphère et cette masse d'air bien chaude. En attendant, cet après-midi des Pyrénées aux Alpes, en passant par la Côte d'Azur, les nuages vont bourgeonner, des averses par évolution diurne sont prévues sur les reliefs, ça va tourner à l'orage. En revanche, au nord d'une ligne allant de Bordeaux à Strasbourg, un temps beaucoup plus calme, mitigé, on va alterner entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont en hausse, nous serons à l'échelle nationale 2 degrés au-dessus des normales, comptez 22 degrés à Lille comme à Paris. Et ce soir, nous allons retrouver le même découpage que cet après-midi, avec à l'ouest un ciel dégagé, dans le sud, moins de pluie certes, mais encore des orages en basse vallée du Rhône. Le tout avec une certaine douceur, comptez aux alentours de 22h, encore 16 degrés dans les rues de la capitale, 17 degrés sur les rivages de la Méditerranée. Passez un bel après-midi sur France Info, l'information continue. C'était si bon de s'arrêter un instant sous un olivier pour regarder la météo avec Tramier. Un goût généreux et le respect de la nature sans résidus de pesticides. Tramier, vous offrir le meilleur du soleil. Bonjour, bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez, suite de votre après-midi d'information, Bruno Retailleau est en ce moment même à la Grand-Combe, dans le Gard, suite au meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée vendredi. Il doit prendre la parole dans les prochaines minutes. Nous suivrons bien sûr cette prise de parole dans quelques instants en direct sur France Info. Il se trouve actuellement à la sous-préfecture d'Alès, dans le Gard. Il y a rencontré des représentants du culte ainsi que des gendarmes et il arrive justement, on va l'écouter en direct. Bien, je voudrais saluer le procureur de la République, l'autorité judiciaire, bien sûr le préfet, les 2 maires qui sont avec moi, Tessa Frivinck, maire d'Alès, et surtout Madame la maire de Grand-Combe, qui se trouve plongée dans cette affaire depuis vendredi. Je voudrais saluer aussi les représentants de la communauté musulmane et notamment le président du conseil départemental du culte musulman. J'ai souhaité venir ici pour tenir cette réunion pour plusieurs raisons. D'abord pour exprimer un message de compassion, un message aussi de solidarité et un message de mobilisation. D'abord un message de compassion vis-à-vis des proches de celui qui n'est plus, d'Aboubacar Cissé, de sa famille. Nous sommes à la recherche de ses parents, mais déjà quelques contacts ont pu être établis
Et encore une fois, perdre un proche, perdre un ami, perdre quelqu'un de sa famille, c'est quelque chose qui est terrible. Donc je voudrais leur dire vraiment ma compassion et toute ma sympathie. Je veux aussi dire un message de solidarité que j'ai pu dire ici, dans le Gard, à la communauté de nos compatriotes français musulmans. Je voudrais leur dire, parce qu'ils ont été profondément choqués, que je suis français, que je suis très attaché à la République française. Et c'est la République qui nous unit tous. Nous sommes tous des enfants de la République. Être français, être membre de la communauté nationale, ça n'est pas une question de couleur de peau, ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de conditions sociales. On est français, un point, c'est tout. Et jamais je ne laisserai passer quoi que cela soit qui puisse trier précisément entre nos compatriotes. Je voudrais leur dire vraiment la plus totale solidarité de l'ensemble du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République, de l'ensemble des ministres. Et nous nous tenons évidemment en cet instant, comme depuis vendredi, à leur côté. Et puis un message de mobilisation. Le procureur pourra vous parler de l'enquête, bien sûr, mais en tant que ministre de l'Intérieur, je peux vous dire que nous avons donné tous les moyens possibles, imaginables, pour qu'on puisse rattraper très très vite cet individu. Et croyez-moi, ça prendra, j'espère, le moins de temps possible, mais nous l'aurons. Nous l'aurons. Nous avons mobilisé plus de 70 enquêteurs qui sont des policiers, des gendarmes, qui sont de Montpellier, qui sont de Nîmes, qui sont de Paris et même d'autres territoires français. Il y a une force de frappe mobilisée. Croyez-moi que les hommes et les femmes qui travaillent sous l'autorité judiciaire du procureur de la République ne ménagent pas leur peine, ils ne ménagent pas leur temps. C'est nuit et jour qui sont à la poursuite de cet individu qui a tué dans des conditions parfaitement ignobles, inacceptables. Malheureusement, une vidéo a circulé sur les réseaux. D'autres, notamment les enquêteurs, ont pu voir ces images qui sont des images terribles puisqu'il y a eu des dizaines de coups de couteau. Et je voudrais redire que ce meurtre s'est passé dans des circonstances qui sont terribles, qui sont particulières. C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix, un lieu de prière et de recueillement. Et ce jeune homme priait son Dieu. Il a été assassiné dans ces circonstances. On ne connaît pas encore les mobiles. Le procureur de la République vous indiquera qu'il ne néglige aucune piste. Bien sûr que la piste d'un acte anti-musulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire. Mais une fois de plus, il est hors de question de tolérer dans cette société hyper violente ce genre d'acte. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je vais passer la parole peut-être au procureur de la République. Oui, effectivement, je rejoins Monsieur le ministre et je reprends certains de ses propos à mon compte. Nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant plus de 48 heures pour solutionner, élucider ce dramatique et tragique assassinat qui a été commis à l'intérieur d'une mosquée, vous le savez tous, dans des conditions effroyables. Les vidéos ont circulé et nous avons, donc, dans le cadre de l'enquête, visionné les images. Elles sont vraiment effroyables. Je tiens aussi à indiquer toute la détermination de l'autorité judiciaire, du parquet d'Alès, du procureur de la République que je suis, avec l'ensemble des enquêteurs, que ce soit les militaires de la gendarmerie, mais aussi et surtout les fonctionnaires de la police nationale à travers l'ensemble du pays, qui travaillons d'arrache-pied. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied depuis maintenant plus de 48 heures pour localiser, interpeller l'auteur présumé. L'auteur présumé, vous le savez, a été formellement identifié. Nous travaillons maintenant pour essayer de l'interpeller vraiment dans des délais qui soient les plus contraints possibles et les plus rapides possibles. Nous
nous espérons le faire très très vite. Et puis aussi, à travers cette réunion, rappeler que le mobile, ou en tout cas la piste d'un acte à caractère ou à connotation anti-musulman était une piste qui était privilégiée, sur laquelle nous travaillons, mais que ce n'était pas la seule. Ce n'est pas la seule. En tant que procureur public, je le dis de manière formelle, ce n'est pas la seule. Nous travaillons aussi sur d'autres pistes, puisque certains éléments pourraient nous laisser penser que le mobile musulman n'était peut-être pas le mobile premier, donc c'est anti-musulman. Donc c'est la raison pour laquelle les autres hypothèses sont aussi prises en compte et ne sont pas négligées. Plus sur le profil du suspect. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeune d'une vingtaine d'années, né en 2004, qui est né en France, qui vivait depuis ces dernières années dans le ressort du département du Gard. Même certains membres de sa famille y vivent. Ensuite, quelqu'un qui n'avait pas, je dirais, d'activité particulière, qui n'était pas connu, qui était sous les radars, si vous me permettez cette expression, de la justice et des services de police, et qui, à aucun moment, jusqu'à ces tragiques faits qui lui sont reprochés, n'avait jamais fait parler de lui. Monsieur le procureur, est-ce que vous craignez d'autres attaques de cet individu? Alors, je ne vous cache pas que dans le cadre de la vidéo qu'il a prise, et après s'être glorifié de son acte, après l'avoir même quasiment revendiqué, il a tenu des propos qui laisseraient penser qu'il entendait commettre à nouveau des faits de même nature. Donc c'est aussi l'une des raisons qui a fait que nous avons réagi immédiatement avec autant de moyens. Monsieur le ministre vous l'a dit, plus de 70 enquêteurs qui sont mobilisés jour et nuit à chaque instant depuis maintenant plus de 48 heures pour travailler pour essayer de le localiser et de l'interpeller. On espère qu'il ne réitérera pas, mais en tout cas, c'est un élément qui ne nous échappe pas et sur lequel, bien évidemment, nous sommes particulièrement vigilants pour éviter que celui-ci ne fasse d'autres victimes. Comment se passent les recherches actuellement? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui est mis en place? Ça fait partie, je dirais, des secrets de l'enquête sur lesquels, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas m'épancher pour des raisons que vous comprenez certainement. Monsieur le procureur, oui. Est-ce que des mesures de sécurité autour de la mosquée ou dans le Gard plus en général, dans d'autres mosquées, sont à prévoir dans les prochains jours? Alors ça c'est une question à laquelle il ne m'appartient pas de répondre. Tout ce qui concerne l'ordre public, c'est monsieur le préfet, et je sais que dans le cadre de la réunion que nous avons tenue il y a quelques instants, c'est un élément qui a été abordé, et je crois savoir que l'autorité préfectorale prendra et a déjà même pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité autour des lieux de culte. Oui. De tous les lieux de culte. De tous les lieux de culte, oui. Vous avez rencontré les membres de la communauté musulmane. Oui, qu'est-ce qui s'est dit lors de ces échanges? Qu'il faisait confiance en la justice, qu'il faisait confiance aux services de l'État qui sont mobilisés, et moi, procureur République, je les ai assurés de ma détermination et de toute l'énergie du parquet d'Alès, mais aussi de l'ensemble des enquêteurs pour parvenir à l'interpellation du suspect présumé. C'est vrai que là on a beaucoup de commentaires qui disent comment est-ce que ça pourrait pas être islamophobe, qu'est-ce qui peut porter à croire que le critère ne serait pas islamophobe? Il y a des éléments sur lesquels je ne peux pas m'épancher. Bien évidemment, la piste de l'acte à caractère islamophobe, à connotation islamophobe, on en tient compte, on y travaille. C'est même, pour rien vous cacher, celle sur laquelle on travaille en priorité et en premier. Mais ce n'est pas la seule. Lorsqu'on fait une enquête, je vous apprends rien, mais lorsqu'on fait une enquête, on travaille sur bon nombre de pistes, puisque il faut qu'on comprenne aussi les raisons qui ont poussé et qui ont motivé le passage à l'acte. Et il y a effectivement la question d'une éventuelle connotation anti-musulman, voire islamophobe, mais ce n'est peut-être, je dis peut-être pas la seule, et nous travaillons aussi sur les autres pistes. Est-ce que le suspect était connu pour des faits graves? Absolument pas. Absolument pas. Je le disais il y a quelques instants, il était passé sous les radars. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où il pourrait être aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait déjà avoir quitté le territoire? Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas, pour des raisons que vous comprenez aussi liées au secret de l'enquête. Est-ce que le frère du suspect a été placé en garde à vue? Le frère du suspect a été interpellé hier, placé en garde à vue effectivement, sous la direction du parquet d'Alès. La garde à vue a été levée hier en fin d'après-midi. À l'instant où je vous parle, aucune charge n'a été retenue contre lui. Merci. Voilà, merci. Merci.
Voilà, vous venez d'entendre en direct cette prise de parole du procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, qui s'est exprimé donc depuis la sous-préfecture d'Alès. Avant lui, vous avez également entendu la prise de parole de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui avait affirmé un petit peu plus tôt dans la journée qu'il comptait se rendre sur place dans le Gard, donc suite au meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée. Les faits se sont déroulés vendredi. On va analyser ces prises de parole et les informations donc qui nous parviennent à l'instant avec notre invité qui nous attend par visioconférence. Il est connecté avec nous. Bonjour à vous, Jean Petot. Vous êtes politologue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez écouté, comme nous, cette prise de parole à la fois du ministre de l'Intérieur et du procureur de la République d'Alès. Qu'est-ce que vous en retenez ? Oui, sur les propos de M. Abdelkrim Grini, le procureur de la République, je ne dirais pas grand-chose parce que là, ça relève évidemment de la sphère judiciaire. Donc, je vais plutôt me cantonner dans l'intervention du ministre de l'Intérieur. Ce qui est frappant d'abord, c'est la réactivité, si je puis dire, de Bruno Retailleau et son souci d'inscrire la réponse dans le cadre de la République. On voit bien qu'il y a une volonté très nette de circonscrire, si je puis dire, tous les reproches qui pourraient être faits de ne pas réagir suffisamment fort face à un acte dont on peut les croire, même si le procureur de la République a indiqué que c'était une piste, même s'il dit qu'elle est privilégiée parmi d'autres, dont on peut croire que le caractère islamophobe est attesté. Et donc cette dimension de l'islamophobie à travers cet assassinat odieux, le ministre de l'Intérieur entend y répondre très vite et montrer que la République, que l'État n'est pas inactif et n'est pas sans réponse à cet acte. Je crois qu'il y a là on pourrait considérer une volonté d'isoler cet événement pour qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation politique, par exemple d'une non-réponse. Sachant qu'il ne parle pas vraiment, en tout cas on ne l'a pas entendu employer le terme d'islamophobie, Bruno Retailleau a parlé d'actes anti-musulmans. Il y a une différence dans les termes employés ? Oui, c'est vrai. On n'est pas que dans la sémantique, là. Mais en même temps, si j'ai bien entendu Bruno Retailleau, il dit que cet acte-là est quand même prioritairement considéré comme un acte contre l'islam. Il a dit que c'était un acte qui a eu lieu dans un lieu de paix, un lieu de prière, une mosquée, et que de ce point de vue-là, la République, et ça c'est un vrai point important, la République entend réagir. Vous savez que la particularité de la laïcité française, c'est que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Hein, c'est l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité, mais pour autant, l'État et la République se doivent de protéger la liberté de culte et le fait que les lieux de culte sont en quelque sorte des lieux sacrés. Et donc, de ce point de vue-là, la responsabilité de l'État est engagée et comme la responsabilité de l'État est engagée, celle du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des biens et des personnes est engagée. Il a également, Bruno Retailleau, utilisé d'autres mots forts, parmi lesquels notamment ceux-là, nos compatriotes français musulmans. On l'a senti appuyé sur ce terme-là en particulier. Ça aussi, ça a son importance ? Oui, je me permets d'ajouter sans distinction de couleur de peau et sans distinction évidemment de religion. Hein, voilà. Et donc là, le ministre de l'Intérieur ne veut pas être suspecté d'une quelconque, j'allais dire, inactivité, inaction, absence de réaction sur un acte qu'il faut bien considérer comme extrêmement grave. Hein. Ce Français, que l'on dit d'origine, alors avec une difficulté sur les termes, hein, bosnienne ou bosniaque, il est né en France, le ministre de l'Intérieur l'a dit, hein, ce Français a commis là un acte qui n'est pas tolérable dans notre société et dans la République, oui.
Jean Petot, vous parliez tout à l'heure au début de cet entretien de la réactivité. C'est le mot que vous avez employé pour parler de Bruno Retailleau sur ce sujet. Pour autant, au cours des dernières heures, on lui a reproché à ce ministre de l'Intérieur de ne pas avoir réagi assez vite par le biais, par exemple, des réseaux sociaux, comme ça a été le cas d'autres élus politiques. Comment est-ce que ça, vous l'avez perçu ? J'aurais du mal à me prononcer. J'aurais tendance à dire que le général de Gaulle disait que la politique de la France ne se détermine pas à la corbeille. Je crois que la politique de la France et la réaction de l'État ne se déterminent pas aux réseaux sociaux. Je crois qu'il faut quand même, une bonne fois pour toutes, considérer que les réseaux sociaux, c'est une sphère et qu'il y a l'autorité de l'État qui s'exprime différemment. Voilà. Et donc, même si on a pu faire tel ou tel reproche au ministre de l'Intérieur de ne pas avoir utilisé les réseaux sociaux, à mon sens, ne disent pas ce qu'est la réponse de l'État. On va s'intéresser à ces autres réactions politiques de tous bords qui ont été nombreuses sur ce drame au cours des dernières heures. Et c'est ce qu'on va voir avec Lucas de Villepin qui nous attend en direct depuis la rédaction de France Info. Bonjour à vous, Lucas. Un des derniers à avoir communiqué sur ce drame, c'est notamment le président de la République, Emmanuel Macron. Tout à fait, Emmanuel Macron qui a réagi en début d'après-midi sur le réseau social X. Regardez. Un jeune a été atrocement assassiné dans une mosquée du Gard. À sa famille, à nos compatriotes de confession musulmane, j'adresse le soutien de la nation. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. La liberté de culte est intangible. Le Premier ministre François Bayrou a, lui, réagi hier sur ce même réseau social. L'ignominie islamophobe s'est exhibée sur une vidéo. Nous sommes avec les proches de la victime, avec les croyants si choqués. Les moyens de l'État sont mobilisés pour que l'assassin soit saisi et puni. Et puis au gouvernement, il y a également eu la réaction de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Également hier, l'ignoble assassinat qui s'est déroulé dans une mosquée dans le Gard blesse le cœur de tous les croyants, de tous les musulmans de France. Sincère pensée à la famille de la victime. Des réactions dans l'opposition également, Lucas. Oui, à commencer par celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Un homme est mort parce que musulman. Le racisme conduit au meurtre. Honte à toutes celles et ceux qui propagent le venin de la haine anti-musulman. Réaction très forte également de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Le meurtre d'un musulman en prière est le résultat des incessantes incitations à l'islamophobie. C'est un franchissement de seuil indigne. Il interpelle toute la France. Il faut une condamnation claire et un soutien. Le leader de la France insoumise qui a annoncé sa participation ce soir à 18h à un rassemblement contre l'islamophobie, place de la République à Paris. Et cela fait réagir justement Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement national, qui l'interpelle dessus. Quand le père Hamel a été égorgé par un islamiste dans son église, vous n'avez pas organisé de rassemblement contre la christianophobie. Condoléances à la famille d'Aboubacar et honte à vous pour votre récupération immonde. Voilà pour ce tour d'horizon des réactions politiques. Merci beaucoup, Lucas, pour toutes ces informations. Je retourne vers vous, Jean Petot. Vous avez suivi, bien sûr, ce que nous expliquait à l'instant notre journaliste Lucas de Villepin. Comment est-ce qu'il faut analyser ces différentes prises de parole d'élus politiques de tous bords qui se sentent le devoir de réagir parfois en seulement quelques mots? On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, quand il y a des drames comme celui-ci. Oui, c'est toute la particularité ou toute la spécificité de cet exercice. Alors, je disais tout à l'heure que les réseaux sociaux n'étaient pas forcément les lieux d'expression de l'État. On voit aussi que des personnalités comme le président de la République ou le Premier ministre utilisent ces canaux parce que c'est une façon de faire passer des messages. Mais ce qui est certain, c'est que on le voit une fois de plus, cet événement tragique donne lieu à des interprétations, à des réactions qui sont de l'ordre de la réaction purement politique, hein, c'est-à-dire que chacun, d'une certaine façon, trouve là l'occasion, la matière, l'opportunité de défendre son point de vue, sa thèse, et de mettre l'accent sur ce qui lui semble le plus important. Hein. Vous avez vu la différence entre, bien sûr, la réaction de M. Mélenchon d'un côté et celle de M. Audoul de l'autre. C'est-à-dire tout cela est dans l'ordre des choses. Hein. On ne peut pas
pas gommer la dimension politique de l'événement et surtout sa lecture politique. Moi, je retiens une chose, c'est que l'État, par la bouche du ministre de l'Intérieur, par la voix du ministre de l'Intérieur, par la voix de M. Retailleau, par ce qu'a dit le procureur de la République, M. Giry, mais également par la voix du garde des Sceaux et bien sûr au-dessus d'eux, le président de la République, l'État entend mettre tous les moyens d'enquête régaliens, 70 enquêteurs, pour rapidement retrouver l'auteur des faits et j'allais dire le traiter juridiquement parlant. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a la volonté de l'État de prendre cette affaire à sa mesure, c'est-à-dire comme un fait extrêmement grave qui ne doit surtout pas montrer à la communauté musulmane qu'elle est moins bien traitée que d'autres groupes dès lors qu'elle est attaquée. Vous parliez il y a l'instant du dispositif qui a été mis en place pour retrouver le fugitif. On va en parler avec notre nouvel invité qui nous a rejoint, toujours connecté à distance. Bonjour à vous, Axel Ronde. Vous êtes le porte-parole du syndicat CFTC Police. Bruno Retailleau qui a donc parlé il y a quelques instants de plus de 70 enquêteurs mobilisés dans cette affaire, nuit et jour. Ce sont ces mots. Comment est-ce que vous analysez le dispositif qui a été mis en place ? Écoutez, c'est un dispositif extrêmement lourd avec des moyens importants pour retrouver cet individu. Une véritable chasse à l'homme est lancée parce que, au vu du profil très inquiétant de cet individu, au vu des menaces qu'il a réitérées après avoir lâchement assassiné, massacré ce pauvre fidèle dans la mosquée, il a reçu plus de 40 coups de couteau. Donc oui, on a mis en place des moyens lourds, des moyens de détection, que ce soit sur les communications, pour faire un travail de bornage des différents téléphones mobiles qu'il pourrait avoir en sa possession, ainsi que le relevé des vidéos protection aux alentours pour essayer de retracer un itinéraire. Donc oui, les moyens sont illimités, en tout cas de l'État, pour pouvoir interpeller le plus rapidement possible et neutraliser l'individu pour le remettre à la justice au plus vite. Mais oui, monsieur Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, a donné beaucoup de directives aux différents organes de la police et de la gendarmerie, puisque ce sont ces deux forces actuellement qui sont mobilisées. La section de recherche de la gendarmerie du Gard et ainsi que la police judiciaire de Nîmes sont pleinement mobilisées à retrouver le fugitif. On a aussi appris par le biais du procureur de la République d'Alès qui s'est également exprimé que donc l'individu recherché aujourd'hui est un jeune né en 2004 en France et qu'il n'était pas jusque-là connu des services de police et de justice. Est-ce que ça peut compliquer le travail des enquêteurs ? Alors ça facilite moins parce qu'on ne peut pas avoir des points de chute où pourrait se trouver. Si il était connu pour d'autres affaires, on pourrait savoir avec qui il communique, avec qui il a l'habitude de fréquenter quand c'est le milieu du banditisme. Effectivement, là, on est dans plutôt un individu qui n'est absolument pas connu des services de police et de justice, mais en tous les cas, les moyens, comme je vous ai dit, sont mis en œuvre. Et nous allons regarder l'entourage de cet individu. Nous allons essayer de questionner, de savoir où est-ce qu'il pourrait se cacher, quels sont les endroits où il a l'habitude de fréquenter. Oui, c'est quelque chose qui mettra un peu de temps parce que, comme l'a signalé le procureur, il n'est pas connu de la justice. En tous les cas, on n'a pas d'informations particulières sur lui. Jean Petot, vous êtes toujours connecté avec nous. Vous écoutez bien sûr ce qui est dit sur ce plateau avec Axel Ronde, notamment concernant ce dispositif qui a été déployé. Bruno Retailleau a saisi donc l'occasion de cette conférence de presse pour donner plus d'informations et pour montrer finalement que les enquêteurs étaient sur le coup et que tout était mis en place pour tenter de retrouver au plus vite le fugitif. C'est important de la part d'un ministre de l'Intérieur de montrer que
tout est mis en œuvre dans des cas comme celui-ci et que nous sommes en mesure de tout faire pour retrouver une personne dans les plus brefs délais? Oui, alors vous voyez bien l'image d'ailleurs que l'on voit à l'antenne en ce moment. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur avec les autorités qui sont sous ses ordres, hein, le préfet, le directeur départemental ou le contrôleur général de la police, et puis un général 4 étoiles de la gendarmerie, avec le procureur de la République d'Alès. Il y a là la volonté de montrer que l'État, dans toutes ses composantes, à la fois j'allais dire, de sécurité, hein, le ministère de l'Intérieur, mais également de la justice, et unis, travaillent ensemble dans la volonté de traquer, d'une part, et d'arrêter, hein, l'auteur des faits. Alors, c'est vrai que monsieur le représentant du CFTC Police l'a bien dit, hein, la tâche n'est pas aisée. Hein. Vous l'avez dit vous-même, voilà, et vous l'avez rappelé, hein, un individu qui est, le procureur l'a dit, hein, qui est passé sous les radars. On appelle ça quelque part un loup solitaire. Enfin, c'est une expression qu'on employait et qu'on a employée à d'autres occasions, hein, sur d'autres actes justement censés générer la terreur. Eh bien, ça rend plus compliqué la tâche, hein, des services de police. Et pour ça, je crois que symboliquement, le ministre de l'Intérieur est très clair, hein, dans sa réaction, et je crois que d'un strict point de vue politique, moi je me contente et je laisse à d'autres le soin de faire des analyses à la fois judiciaires ou juridiques. D'un strict point de vue politique, la réaction du ministre de l'Intérieur est à la hauteur de la gravité des faits. Et encore une fois, pour rappeler que dans un pays comme la France, la liberté de culte est un principe absolu. Et en tous les cas, les croyants doivent être protégés dans l'expression de leur liberté de conscience aussi. Axel Ronde, on sait également que depuis le début d'après-midi, une marche blanche est en cours à Grande-Combe avec plusieurs dizaines de personnes qui y participent pour rendre hommage à la victime. On sait également qu'il y a une autre manifestation ce soir à Paris à 18h qui doit avoir lieu place de la République contre l'islamophobie. Ce sont des moments, des manifestations qui vont également être très scrutées par les services de sécurité avec peut-être des dispositifs déployés afin de faire en sorte que tout se passe au mieux. Oui, ça c'est les compagnies mobiles de gendarmerie et les compagnies républicaines de CRS, hein, de sécurité, qui vont sécuriser, faire un service d'ordre, hein, pour éviter tout type de débordement, pour gérer aussi la foule, hein, si elle vient nombreux, hein, il faut gérer toute cette foule et éviter effectivement qu'il y ait des débordements de quelque nature qu'elle se soit. Donc ça, ce sont les spécialistes du maintien et de l'ordre et des services d'ordre de la police nationale et de la gendarmerie qui ont l'habitude de gérer ce genre d'événements. Mais dans tous les cas, comme c'est des marches de recueillement, en général, ça se passe extrêmement bien, relativement bien. De toute façon, sur le Gard, des dispositifs particuliers ont été demandés par le ministre de l'Intérieur à mettre en place pour protéger nos compatriotes de confession musulmane, hein, tout type de lieu où ils pourraient se rendre, ils seront surveillés par les services de l'État, par les services de la police nationale pour éviter que l'individu, parce qu'il a menacé, hein, lors de son crime, hein, il a menacé les musulmans et de commettre d'autres exactions. Donc c'est pour cela que enfin mes collègues ont reçu des ordres de mener des rondes et patrouilles dynamiques sur tous ces endroits pour prévenir et essayer de détecter aussi l'individu pour l'interpeller au plus vite. On va retrouver tout de suite notre journaliste Maxime Laurent qui est en direct avec nous, qui suit depuis le début de l'après-midi la marche blanche à Grande-Combe, qui se trouve désormais proche de la mairie. Maxime, vous suivez donc pour nous tout ce qui se passe sur place et vous avez pu apprendre notamment que la maire de la ville avait fait le choix de se rendre auprès de Bruno Retailleau aujourd'hui.
On a un petit souci technique, on essaiera de revenir vers Maxime Laurent un petit peu plus tard, le temps que le son se remette à fonctionner. Peut-être une réaction de votre part, Jean Petot, sur cette décision de la maire de la ville d'Alès, de Grand-Combe, Grand-Combe, qui a décidé de se rendre auprès du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça envoie comme signal ? Je crois que ça montre que, vous savez, un maire, on l'oublie souvent, a une double casquette. C'est un élu du peuple, au sens de représentant de ses administrés, de ses concitoyens, mais c'est aussi un officier de police judiciaire qui est doté, de par sa fonction de maire, d'une fonction de représentant de l'État dans sa commune. Et donc, il n'est pas du tout, de ce point de vue-là, aberrant. Il est tout à fait dans l'ordre des choses que Madame la maire soit aux côtés du ministre de l'Intérieur dans cette situation. Je voudrais rajouter une chose aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le ministre de l'Intérieur a dans ses attributions ce qu'on appelle les relations avec les cultes. Il y a au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, ce qu'on appelle un bureau des cultes. Ça paraît surprenant parce qu'on a tendance à penser que depuis 1905, il y a une séparation stricte entre les églises et l'État. Eh bien non, de fait, il y avait cette séparation, elle existe. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905. Mais il y a un bureau des cultes, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur est aussi en charge des contacts avec les différents représentants des cultes en France. Ça, c'est important parce qu'on l'oublie souvent. Et pour revenir à l'attitude de Madame la maire de Grand-Combe, oui, il est tout à fait logique et normal qu'elle soit là. Oui. Mais justement, on va retourner voir notre journaliste Maxime Laurent, puisque le problème technique a été rétabli. Vous êtes donc en direct et vous allez nous expliquer un petit peu cette décision. Oui, tout à fait. Donc, ce qui énerve les habitants ici, c'est que la maire de la commune de Grand-Combe ait choisi d'aller avec Bruno Retailleau à 20 km d'ici quand il s'est exprimé et non pas à la marche blanche à laquelle elle n'a donc pas pu assister. Un choix qui est regretté par les gens ici qui se demandent pourquoi elle a donc choisi d'aller avec les politiques et non pas avec les gens ici qui marchent durant cette marche blanche. Cette marche blanche qui s'est déroulée dans le calme ici, plus d'1 millier de personnes qui ont défilé dans les rues de la commune pour apporter leur soutien. Alors dans un calme et dans un respect, c'est ce qu'il aurait voulu, nous disent les organisateurs qui se sont exprimés devant la mairie à la fin de cette marche avant une minute de silence. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le procureur. Je vous propose d'écouter le recteur de la mosquée de Nîmes qui s'est exprimé. Nous avons une peine immense pour Aboubacar qui a été tué. J'assure tout de suite sa famille en présentant la condoléance de tous les musulmans. Que ça se passe pas uniquement à Nîmes mais à travers la France. Je suis juste désolé que les autorités ont réagi très tard. Le préfet, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, 48 heures après, il a fait un tweet sur X. C'est quand même lamentable. Les 2 poids et 2 mesures, on ne peut plus les accepter. Voilà, vous l'entendez, la colère donc des gens qui ont participé à cette marche blanche et qui espèrent désormais que les politiques vont s'engager et sécuriser les lieux de culte. Merci beaucoup Maxime Laurent en direct de Grand-Combe. Merci également à votre JRI qui tourne les images, Laurent Lefebvre. Une réaction, Jean Petot, on en parlait à un instant avec vous. Vous nous expliquiez que cela pouvait être dans le rôle de la maire de la ville de se tenir aux côtés du ministre de l'Intérieur, mais on le voit bien avec ce que nous dit notre journaliste sur place. Cette décision, elle peut être mal comprise des habitants qui peut-être espéraient que cette maire se rende plutôt à la marche blanche. Oui, on peut comprendre des réactions à chaud de la population. Je voudrais rappeler que Grand-Combe est une ville dirigée par un maire communiste depuis 1995, que Madame Baldi est membre du Parti communiste et qu'elle est maire, je revérifie, mais elle est maire depuis le 4 février 2023. Elle a succédé donc à Patrick Malaviel, lui-même élu en mars 2008. Donc on ne peut pas... faire le reproche à Mme Baldi d'avoir fait de la politique politicienne en étant aux côtés de M. Retailleau, qui n'est quand même pas forcément, qui n'est pas sur les mêmes
la même partie du spectre politique qu'elle. Voilà. Donc je crois que la maire de Grand Combe était effectivement à sa place auprès du ministre de l'Intérieur, compte tenu de la solennité de l'engagement de l'État dans toutes ses composantes, hein, du ministre donc à la maire de la commune. Alors bien sûr, les habitants peuvent considérer, les habitants de Grand Combe peuvent considérer que sa place devait être auprès d'eux, hein, et ça, je crois qu'il faut aussi faire, écouter cette émotion, hein, qui peut remonter de la population. C'est un débat que moi je ne souhaite pas trancher, c'est pas du tout ma fonction de le faire. Je voudrais juste expliquer en tous les cas que le choix de Madame Baldi, maire de Grand Combe, s'inscrit en tous les cas à la fois dans une dimension régalienne et aussi dans les faits, dans l'importance de l'événement. Axel Ronde, peut-être une question avec vous. Si on prend un peu d'auteur sur la suite de cette affaire, on a donc bien compris que plus de 70 enquêteurs étaient mobilisés nuit et jour pour retrouver ce fugitif. Combien de temps ça peut prendre? Et ensuite, une fois qu'il aura été retrouvé, quelle sera la suite? Mais écoutez, il sera donc interpellé et traduit devant la justice. Il sera mis en garde à vue, il sera interrogé, il sera vu par un médecin, on verra son profil psychiatrique, psychologique, hein, et il sera déféré devant la justice ou en hôpital psychiatrique si il a une abolition du discernement. Mais là, pour l'instant, l'urgence, c'est de le retrouver et je peux vous garantir que tous les moyens ont été mis en place par la police et la gendarmerie immédiatement après avoir été avertis de ce crime odieux. Les enquêteurs ont utilisé les mêmes moyens qu'ils auraient mis pour n'importe quel autre meurtre, n'importe quelle autre tuerie. Je peux vous le garantir et rassurer l'ensemble des habitants de la ville que tous les moyens ont été mis en place immédiatement. Ce n'est pas la parole d'un ministre ou d'autres qui vont changer quoi que ce soit sur le déroulement et le déroulé de l'enquête. En tous les cas, mes collègues, comme vous l'avez rappelé, sont sur le pont H24 pour interpeller, arrêter cet individu, le remettre à la justice pour qu'il réponde de ses actes, de son acte terrible et barbare qu'il a commis dans cette mosquée. Merci beaucoup à vous, Axel Ronde, d'avoir réagi en direct sur France Info. Merci également Jean Petot, politologue, pour votre analyse et votre décryptage suite donc au déplacement de Bruno Retailleau, qui se trouve toujours près de la sous-préfecture d'Alès, en visite donc auprès des représentants du culte, mais aussi des gendarmes qui sont chargés de l'enquête pour retrouver le fugitif, auteur du meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée. C'était vendredi.